Salut! Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que l'on rencontre souvent dans les journaux, dans les bulletins d'information ou dans les rapports d'institutions comme les banques centrales ou d'autres organisations comme le FMI. Mais attention, je ne parle pas de la force Mission Impossible, mais du Fonds monétaire international. Nous allons parler du très connu PIB, le produit intérieur brut. Le PIB est l'une des mesures les plus importantes pour comprendre la santé économique d'un pays. Mais que signifie-t-il et pourquoi est-il si important? Tout d'abord, parlons de l'origine du terme PIB. L'idée de mesurer l'économie à travers le PIB ne s'est popularisée qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale. Simon Kuznets, un économiste russo-américain, a développé ce concept. Ce qui est intéressant, c'est que lui-même a averti que le PIB ne devrait pas être utilisé comme seule mesure du bien-être économique d'une nation, car il ne prend pas en compte des facteurs comme l'inégalité ou la qualité de vie. Maintenant, qu'est-ce que le PIB? Une définition basique serait la valeur totale des biens et des services produits dans un pays en une année. C'est l'indicateur utilisé pour mesurer la richesse générée par un pays. Et pourquoi le PIB est-il important? Un PIB en croissance est généralement un bon signe de santé économique. Que l'économie est en expansion, que des emplois sont créés et que les gens ont plus d'argent à dépenser. Mais bien sûr, d'autres facteurs doivent être pris en compte, comme l'inflation par exemple. Qu'est-ce qui se passe si le PIB croît plus vite que l'inflation? C'est un bon signe, car cela signifie que l'économie croît en termes réels et que le pouvoir d'achat des consommateurs s'améliore. Mais si l'inflation croît plus vite que le PIB, c'est un signe négatif, car l'inflation peut éroder les bénéfices de la croissance économique, réduisant le pouvoir d'achat des gens et déstabilisant potentiellement l'économie. Et comment mesure-t-on le PIB? Il peut être calculé utilisant trois approches principales. La méthode des dépenses, la méthode des revenus et la méthode de la production ou valeur ajoutée. La méthode des dépenses correspond à la demande agrégée, c'est-à-dire la somme des dépenses des consommateurs en biens et services finaux sur une période donnée. Cela veut dire que le PIB est égal à la consommation plus l'investissement, plus les dépenses d'État, plus les exportations, moins les importations. La méthode des revenus correspond à la somme des revenus générés par la production, donc le travail et le capital. Cela veut dire que le PIB est égal à la rémunération des salariés plus l'excédent brut d'exploitation plus les impôts moins les subventions. Et puis, la méthode de la production ou valeur ajoutée correspond à la somme de la valeur ajoutée brute générée par la production des biens et services dans une économie sur une période donnée. Cela veut dire que le PIB est égal à la valeur ajoutée brute plus impôts moins subventions. Bien que ces formules puissent sembler compliquées, ce qu'elles mesurent vraiment, c'est comment nous dépensons, gagnons et investissons de l'argent dans notre économie quotidienne. Après avoir compris comment le PIB est mesuré, il est important de considérer ses limites pour avoir une vision complète de ce qu'il représente réellement. Ces limites se reflètent dans des aspects que le PIB ne capture pas, comme les inégalités, la qualité de l'environnement ou le bien-être des personnes. Un pays peut avoir un PIB élevé, mais si cette croissance n'est pas distribuée équitablement, de nombreuses personnes peuvent ne pas ressentir ce progrès. Imaginez que le PIB est comme une énorme pizza. Tout le monde veut une part, mais toutes les parts ne sont pas égales. Certaines sont fines, d'autres bien garnies, et d'autres, eh bien, elles semblent être uniquement de pâtes. Il convient également de noter que toutes les activités productives ne sont pas reflétées dans le PIB. Les tâches domestiques ou le travail bénévole ou les opérations du marché noir
sont des activités difficiles à évaluer et à mesurer. Cela signifie qu'un charpentier contribue au PIB lorsqu'il fabrique une table pour la vendre à un client, mais pas lorsqu'il en fabrique une pour l'utiliser chez lui. Le produit intérieur brut ne prend pas en compte l'usure des machines, des bâtiments et d'autres éléments utilisés dans la production. En soustrayant cette usure, processus connu sous le nom de dépréciation, nous obtenons donc le produit intérieur net. En résumé, le PIB est bien plus qu'une simple soupe de lettres économiques. Il est un outil puissant pour comprendre l'économie. Il nous donne une idée de notre situation, mais pas nécessairement de notre ressenti. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous laisse une question. Si le PIB était un film, est-ce qu'il serait un film d'action, une comédie, un drame, un film d'horreur? Bon, ça dépend du pays, n'est-ce pas? Laissez vos réponses dans les commentaires et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!